aujourd'hui, on va essayer de voir, bien sûr, pour les gens qui veulent revenir vers la classification des indigestions. Alors, les indigestions, c'est quoi? Les indigestions chez les ruminants, ce sont tous les dysfonctionnements du réticulo-rumen, le RR. Tous les dysfonctionnements du réticulo-rumen. D'accord? Quand on parle de dysfonctionnement, ça veut dire diminution ou arrêt de toute activité de ce compartiment. RR, c'est réticulo-rumen, entre le réseau et le rumen. Pourquoi on les associe les deux? Parce que le contenu est pratiquement le même. D'accord? Réseau a la même composition que le liquide ruménal. Et c'est pour cette raison qu'on parle de RR. D'accord? De RR. Alors, la classification de ces dysfonctionnements. La classification de ces dysfonctionnements. On classe généralement les indigestions en deux grands groupes. Deux grands groupes. Nous avons les indigestions primaires et les indigestions secondaires. D'accord? Les indigestions primaires et les indigestions secondaires. Chauffe. Pour mieux comprendre, deux types. Primaire, secondaire. Primaire, secondaire. Classe. Les indigestions primaires, ce sont toutes les indigestions qui touchent directement l'organe. Soit au niveau de sa paroi, soit au niveau de son métabolisme biochimique. Classe primaire, ça veut dire que toutes les affections qui vont toucher le réticulo-rumen lui-même, soit au niveau de sa paroi, soit au niveau de son contenu. Classe. Les indigestions secondaires, ce sont toutes les pathologies extra-digestives à répercussion digestive. Maintenant, pourquoi la classification elle est très importante? Pourquoi la classification elle est très importante? Je vous donne un exemple. Parmi les indigestions, les causes d'indigestion secondaire, vous avez les pathologies respiratoires. Par exemple, vous donne un exemple plus simple. La fièvre. La fièvre. Une augmentation de la température centrale au niveau de l'organisme va agir sur la motricité du RR. Et nous avons une atonie ruménale. Pour vous, tout ce qui est atonie ruménale, c'est digestif. Donc vous venez, vous allez traiter l'affection digestive. Par quoi? Par des médicaments qui vont entraîner la stimulation du rumen et la stimulation. Mais l'étiologie, ce n'est pas ça. L'étiologie, c'est la fièvre. Donc il faut voir d'où vient la fièvre, traiter l'étiologie. Et en traitant l'étiologie, vous allez automatiquement faire reprendre l'activité du réticulo-rumen. D'accord? Donc la distinction elle est très importante. Je vous donne un autre exemple. Une pathologie qui se caractérise par une douleur extra-digestive. Douleur. D'accord? Douleur. Que ce soit au niveau thoracique, au niveau podal, vous avez automatiquement une atonie
Donc pour vous, vous venez tester les activités ruminales, vous ne trouvez pas d'activité A, alors que l'éthiologie n'a pas été traitée. L'éthiologie n'a pas été traitée. Parce que pour la classification qu'il y a secondaire et primaire. Ça, c'est très important. Ok? Classe? Donc, primaire, c'est toutes les pathologies qui vont toucher directement le réticulum humain. Secondaire, ce sont toutes les pathologies générales à répercussion digestive. Classe? C'est bon? Les indigestions primaires, nous avons deux sous-classes, sous-types. Nous avons les indigestions primaires d'origine moteur et les indigestions primaires d'origine biochimique. D'accord? Donc, primaire moteur, primaire biochimique. Classe? Ok? Alors, les indigestions primaires moteurs, ce sont toutes les indigestions qui entraînent un ralentissement ou une inhibition de l'activité motrice du RR. L'activité motrice du RR. Donc, ça, c'est le phénomène moteur. Classe? Ok? Les indigestions primaires d'origine biochimique, ce sont toutes les indigestions qui entraînent un trouble dans la biochimie, ça veut dire la microflore du rumen. D'accord? Microflore du rumen. On va citer l'exemple le plus important des indigestions primaires moteurs, c'est la RBT. La réticulo-péritonique traumatique. C'est l'exemple type d'une indigestion primaire moteur. Je vais donner un autre exemple d'indigestion primaire moteur. Le syndrome de Hofflund. Syndrome de Hofflund. On va essayer de le traiter aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord? La RPT, pour les gens qui sont intéressés, ils n'ont qu'à visiter la chaîne Vétérinaire Académie Plus. C'est Moha en long et en large, très détaillé avec la forme chronique, la forme aiguë, bien les formes, même les astuces ingénieurs. D'accord? Donc, RPT, syndrome de Hofflund. À donner un exemple d'indigestion primaire isogénique, l'acidose. Avec les deux types d'acidose. Hein? Je peux nous mener deux types? La lave et l'arsa. La lave et l'arsa. D'accord? Je connais l'arsa? Je le sais. Alors, la lave, c'est l'acidose lactique aiguë du rumen. L'acidose lactique aiguë du rumen. L'ARSA, la SARA en anglais, c'est la subacute ruminal acidosis. Ça veut dire c'est l'acidose ruminale subaiguë. Subaiguë. Dans certains ouvrages, le caractère chronique. Mais elle n'est pas aussi chronique que ça. D'accord? On a un caractère subaigu et non pas chronique. Et la différence qui existe entre la barre et l'ARSA. Je vais essayer de la faire en vidéo, parce qu'on n'aura pas de temps. Donc l'acidose, l'alcalose,
du rumen, et toutes les pathologies qui touchent la flore, ou bien le liquide intra-ruménal. La classification, très simple, elle est claire. Indigestion, c'est le dysfonctionnement du RR. Le dysfonctionnement, il peut être d'origine primaire lorsque les affections vont toucher directement le réticulo-rumen, ou bien secondaire à une pathologie, secondaire à une pathologie primaire. Une pathologie, comme on a la fièvre, la douleur, des fois respiratoires. La plupart des affections chez la vache, elles se répercutent automatiquement vers le digestif. D'ailleurs, l'éleveur, jamais vous dites que la salle, c'est au cours de l'analyse que vous allez tirer des informations sur l'étiologie primaire. Mais généralement, 99,99 des appels, d'accord? Ça veut dire que c'est un problème pour nous, tout est digestif. Et c'est pour cette raison que la vache qui n'a pas de c'est du digestif. Elle n'a ni cœur, ni rein, ni poumon, ni rien du tout. Uniquement, ou même digestif, ou chacun, uniquement le rumen. On essaie de faire travailler le rumen, uniquement. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord? Les primaires, on a les phénomènes moteurs, donc les dysfonctionnements moteurs, ok? Ça soit le cycle primaire ou le cycle secondaire. Ah, vous ici. Cycle primaire, cycle secondaire. Cycle primaire, c'est le fameux Z. Au niveau du rumen. Le rôle du cycle primaire, c'est quoi? C'est le brassage des aliments et le contact avec la microflore. Deuxième, c'est le premier effet des cycles primaires. Deuxième effet des cycles primaires, et qui est très très important, c'est de permettre aux éléments à faible taille de passer au niveau de l'orifice réticulo-nasal du rumen vers le feuillet. Et donc ces particules n'ont plus besoin d'être remastiquées et de remonter vers la cavité buccale. C'est des éléments, généralement c'est des acides aminés, c'est des vitamines, c'est des minéraux. Ils n'ont pas, et c'est des particules, c'est des fibres particules qui généralement ne dépassent pas les 25 mm. Donc ces particules passent directement à travers l'orifice réticulo-nasal vers le feuillet et ils vont vers la carrière puisque c'est du liquide. D'accord? Ok? Ça c'est le rôle des cycles primaires. Donc brassage et mettre en contact les aliments avec la microflore, c'est comme une machine à laver. D'accord? Contact avec la microflore. Deuxième effet, c'est les liquides et les particules de faible taille qui vont passer automatiquement vers le feuillet et vers la cavité. D'accord? Le cycle secondaire a donc deux rôles essentiels. Premier rôle, c'est l'irrigation, qui est un phénomène très très important chez les ruminants. D'accord? Chez les ruminants. Un défaut d'irritation va donner quoi? Météorisation. De quel type? Gazeuse. Là, j'insiste sur une chose très importante. La météorisation gazeuse n'est jamais due à un excès de production de gaz. Donc, Nestlé Polonais, oui, il y a eu un excès de production de gaz. Non, c'est faux. C'est faux. Tant que les phénomènes irritatifs existent, la quantité de gaz qui est produite, elle est irritée. Lorsqu'il y a un défaut d'irritation, une petite quantité de gaz n'est plus capable de ressortir à travers le cardiaque, donc automatiquement il y a une météorisation
D'accord. Donc la méthanisation gazeuse. Oui, répondra. Dans quelle classification? Moteur. صحيح. D'accord? Météorisation gazeuse. C'est un phénomène dysfonctionnement moteur et non pas biochimique. D'accord? Classe? Ça. Donc, c'était un petit rappel sur la classification des phénomènes d'indigestion. Même dans le syndrome de Moufloun, on a besoin d'un rappel anatomique. Un rappel anatomique. La structure du tube digestif en général. D'accord? Donc, le tube digestif, le shida, il a cavité buccale, la cavité buccale. D'accord? La cavité buccale, c'est l'œsophage. On va schématiser la tête, parce qu'on aura besoin de la tête. D'accord? Très schématique. C'est très important parce que le verbe c'est très important. Donc, l'œsophage. L'œsophage qui se termine par un orifice qui est le cardiaque. D'accord? Même verbe rumen, partie dorsale, partie ventrale. Ça, c'est le sac dorsal antérieur. Ça, c'est le sac dorsal postérieur. Ça, c'est le sac ventral antérieur. Ça, c'est le sac ventral postérieur. Mais bien évidemment, il y a ce qu'on appelle des piliers du rumen. Et au niveau de la partie postérieure, nous avons ce qu'on appelle les vessies coniques. À partir des vessies coniques, il y a l'onde antipéristatique responsable de quoi? Responsable de l'irritation et de la rumination. D'accord? Ok? C'est le réseau. Là, c'est bon? En arrière, on va le schématiser derrière, ça dépend si on a l'étape. Donc, là, il y a l'orifice, et c'est moi l'orifice réticulo-omasal. Omasal, ça veut dire le feuillet. D'accord? Orifice réticulo-omasal. D'accord? Même balle, qui est l'orifice omaso-abomasal. L'abomazole, il y a la caillette. D'accord? Et la caillette s'ouvre au niveau du duodénum. Par quoi? Par le pylore. Bon, il faut savoir que cette partie, elle se situe à droite, du côté gauche, côté rumen. Donc, côté rumen, la partie elle se situe en arrière, la partie droite. Là, c'est pour vous schématiser un petit peu. Donc, ce qui est intéressant à savoir, les deux orifices les plus importants dans la digestion chez les ruminants, ce sont l'orifice
qui permet le passage du réseau vers le feuillet, et le pylore qui permet le passage de l'aliment, de la caillette, vers le duodène. Vers le duodène. Classe. Alors ces deux orifices, ils s'ouvrent et ils sont fermés, selon le cycle de la vie. Quand est-ce qu'ils se ferment? Ils se ferment lors du remplissage et ils s'ouvrent lors de la vidange. Donc automatiquement, s'il y a une contraction du réseau, l'oro va s'ouvrir et l'aliment va passer du réseau vers le feuillet. D'accord? Ok? Lorsqu'il y a un phénomène moteur au niveau de la caillette, au niveau du réseau, et il est dilaté, ça veut dire qu'il est en train de se remplir, l'oro va se fermer pour permettre une étanchéité adéquate. D'accord? Quelle est au niveau de la caillette? Donc, quand la caillette est distendue, le pylore est fermé. Lorsque la caillette se contracte, le pylore s'ouvre et les aliments qui se trouvent au niveau de la caillette vont se retrouver au niveau du duodène. Qu'est-ce qui contrôle toute cette activité? Qu'est-ce qui contrôle toute cette activité? Je connais. Récepteur, très bien. Récepteur. Il y a trois types de récepteurs, je connais moi. Les barorécepteurs qui sont sensibles à la pression, les chémorécepteurs qui sont sensibles au pH et à la composition du liquide du RR. D'accord? Ce sont les deux essentiels récepteurs. En bas. Ils sont reliés à des terminaisons nerveuses. Oui, bien sûr. Ils sont reliés à des terminaisons nerveuses. Oui, des terminaisons nerveuses. On a dit que c'était comme la tête. Voilà. Oui, يطلعوا يروحوا le centre pneumogastrique. Où se situe le centre pneumogastrique? Bulbe rachidien. Bulbe rachidien. Voilà. Bulbe rachidien. D'accord? Ok? Les voies efférentes, ils donnent l'information. Les voies afférentes, tout moment. Le nerf vague. Les voies, la 10e paire. La 10e. Donc la 10e paire, تخرج لنا من البلب rachidien. Elle longe l'osophage et au niveau du cardia, elle va donner deux branches. La branche ventrale et la branche dorsale. Avec une autre couleur, je vais ferme. D'accord? Donc au niveau du cardia, il va donner deux branches. La branche dorsale et la branche ventrale. D'accord? La branche dorsale et la branche ventrale. Classe. La branche dorsale, elle va donner des ramifications pour innerver le sac dorsal antérieur, le sac dorsal antérieur, le sac dorsal postérieur, d'accord? Le sac dorsal postérieur, et une partie du feuillet. La concept du feuillet, on dirait. Donc, non, une partie, le feuillet. Place. La branche ventrale,
la branche ventrale, elle va innerver le sac ventral antérieur, le réseau, le sac ventral postérieur et la canette. خلاص هذا كامل c'est le pneumogastrique. Ok? Classe? Qui dit il contrôle les parois, c'est lui qui contrôle aussi l'ouverture et la fermeture des orifices, que ce soit l'oro ou les pylore. Ok? La branche dorsale est responsable de l'innervation du cardia et de l'oro. Classe? La branche ventrale, elle est responsable du pylore. Classe? Ok? Donc vous voyez que le nerf 10, pneumogastrique, il قلع من la tête. من بعد من يرى l'œsophage, ça veut dire c'est la partie cervicale. Mais la partie cervicale, une partie thoracique. Ça c'est très important parce que par la suite, on va voir qu'il y a des pathologies qui peuvent entraîner des problèmes périvagales. On peut avoir un nœud lymphatique qui va comprimer le nerf vague. Un abcès qui se trouve là, qui peut comprimer le nerf vague. Une chaîne médiastinale qui peut entraîner la compression du nerf vague. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des perturbations d'origine nerveuse de la motricité. C'était la première définition du syndrome de Höflin. Ok. On pensait que le syndrome de Höflin, c'était une pathologie qui était due à un problème du dysfonctionnement du nerf 10. من بعد كيفاش قال لك si la branche dorsale primaire est touchée, secondaire, tertiaire et quatrième. L'ancienne définition car le syndrome de Höflin. Alors si la branche 1 est touchée, elle va donner le syndrome de Höflin de type 1. Si la branche 2 est touchée, elle va donner le syndrome de Höflin de type 2. Si la branche 3 est touchée, elle va donner le syndrome de Höflin de type 3. Si la branche 4 est donnée et touchée, c'est le syndrome de Höflin de type 4. Et c'est pour cette raison que le syndrome de Höflin, à un certain moment, il a été classé en 4 types. Le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. On bâtit chaque branche ou tranche, donc elle va entraîner automatiquement le dysfonctionnement de la partie innervée avec la conservation de la motricité des autres réservoirs. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que des fois, nous avons des troubles fonctionnels au niveau de l'orifice réticulo-nasal et au niveau du pylore sans atteinte du nerf vague. Ça veut dire que le syndrome de Höflin n'est pas spécifiquement dû à un trouble au niveau du nerf vague. On pouvait avoir des problèmes mécaniques extranerveux qui entraînaient le même syndrome, et on va le voir. Quand il y a la classification,
il faut la revoir. La classification, il faut la revoir. Wesh la classification la plus intéressante et la plus juste. Wesh tous les troubles qui entraînent une acalasie. Acalasie, c'est le spasme de l'orifice. C'est tétanos, c'est des contractures permanentes. C'est l'acalasie. Donc tout ce qui entraîne une acalasie de l'orifice réticulo-omasal, empêchant son fonctionnement normal, toutes les pathologies qui entraînent une acalasie de l'oro, syndrome de O'Flynn antérieur. D'accord? Syndrome de O'Flynn antérieur. Et toutes les pathologies qui entraînent une acalasie du pylore, syndrome de O'Flynn postérieur. Ça fait votre classification, je suis net. Vous l'avez vu? Quelqu'un va, vous l'avez vu. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Il faut voir la calasie. Deux choses. Je n'ai jamais rencontré les deux. Mais c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. On va voir. Lorsqu'on va essayer de voir les étiologies des différents types de syndrome de O'Flynn, on va essayer de voir est-ce qu'il pourrait éventuellement s'agir de l'association des deux. Là, c'est très important. D'accord? Là, c'est très important. Entre la première définition qui était strictement nerveuse, et c'est pour cette raison que je connais le syndrome de O'Flynn, le syndrome vagus, qui était en relation avec le nerf vague. D'accord? La nouvelle classification la nouvelle classification, toutes les pathologies qui entraînaient une acalasie de l'oro, c'est un O'Flynn antérieur. Alors, parmi les étiologies, on peut avoir l'étiologie nerveuse, mais on peut avoir aussi l'étiologie mécanique. Corps étranger, quel est le corps étranger qui peut entraîner une obstruction de l'eau? Sachioplastie. Voilà. C'est une pathologie très fréquente en Algérie. Surtout les vaches qui pâturent à proximité des décharges. D'accord? Et ça donne le même tableau clinique que le syndrome d'O'Flynn. Classe? Quelle est pour le pylore? On peut avoir aussi soit des corps étrangers intraluminaux, comme on peut avoir une compression externe par un abcès, par une tumeur, par un adénome, par une adénite, un ganglion, et ainsi de suite. Donc, la définition du syndrome de O'Flynn, elle est plus généralisée. Elle n'est pas uniquement due à un trouble au niveau du nerf vague. Parmi les causes, on peut avoir un problème au niveau de la branche ventrale, de la branche dorsale, qui innerve le pylore. Oui. D'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des pathologies qui sont extravagantes. Les corps étrangers, les corps étrangers intraluminaux, comme des abcès intra au niveau du réseau. D'accord? Une adhérence entre le réseau et le diaphragme
lors d'une RPT, il va donner une achalasie de l'euro. Et donc, tous les phénomènes qui vont entraîner une achalasie de l'euro va automatiquement entraîner un syndrome de O'Flynn antérieur. La même chose, toutes les pathologies qui entraînent une achalasie du pylore entraînent un syndrome de O'Flynn postérieur. Et on va voir par la suite quels sont les signes cliniques majeurs qui vont nous orienter vers l'antérieur et vers le postérieur. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire comme conduite à tenir, traitement, s'il y a des traitements. Voilà, donc, c'était la définition. C'est la définition. C'est compris. Sur le syndrome de... Hein? Voilà. Le syndrome de O'Flynn. Alors, définition. Avec la définition, c'est un défaut de motricité digestive qui fait généralement suite à des complications de réticulo-péritonite traumatique. Généralement, lorsque vous avez une réticulo-péritonite traumatique et l'animal guérit après, parce qu'il y a des formes de guérison qui sont rares, mais c'est une éventualité. Ayez dans l'esprit que cet animal va développer un syndrome d'O'Flynn antérieur ou postérieur? Antérieur ou postérieur? On a RPT. RPT, oro, c'est l'antérieur. D'accord? C'est l'antérieur. Donc toujours ayez à l'esprit que parmi les complications de la réticulo-péritonite traumatique, c'est le syndrome de O'Flynn. Syndrome de O'Flynn. Alors, c'est une pathologie qui est très fréquente chez les bovins. Très fréquente chez les bovins. Des fois, on dit que non, c'est une infection secondaire, c'est une infection qui n'est pas rencontrée au niveau du terrain. C'est faux. C'est faux. C'est une pathologie qui est très fréquente. Très fréquente. Très fréquente. Entre les bovins. Entre les bovins. Entre les bovins. Les petits ruminants, je n'ai jamais... non, oui. Entre les petits ruminants, surtout les chèvres. Allez chez les chèvres. Il y a que le sachi, il y a que d'accord. Mais c'est très rare par rapport au problème de bovin. D'accord? Au bovin. Elle est caractérisée par une silhouette abdominale caractéristique. تسمعوا بها كلمة. غير تسمعوا syndrome de O'Flynn, يجيكم شنو؟ Une silhouette abdominale caractéristique, typique. نسموها la silhouette pomme-poire. 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 D'accord? علاش la silhouette هذه on l'a dénommée comme ça? D'accord? C'est ça le point. La poire, qui je dis là? D'accord? Pomme, poire. Pomme, poire. Alors, si on remarque au niveau de cette photo, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez l'aspect bombé, uniforme du côté gauche de l'animal. C'est l'aspect pomme. Parce que le bombage, il est uniforme. D'accord? Ça, c'est l'aspect pomme. Et à droite, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il n'y a pas de gonflement et le gonflement se situe dans la partie ventrale uniquement. C'est comme un poire. Et donc c'est l'aspect de la silhouette abdominale caractéristique du syndrome de O'Flynn. On va savoir.
Est-ce que c'est l'antérieur ou le postérieur ou les deux? D'accord? Ou les deux. Donc, je fais l'aspect de silhouette abdominale, pomme, poire. C'est bon? On va voir par la suite pourquoi c'est pomme et pourquoi c'est poire. Qu'est-ce qui a donné ce gonflement uniforme à gauche et un gonflement ventral à droite? Ne vous inquiétez pas. Visualisez la silhouette abdominale. Elle est très importante. Pomme, poire. Syndrome de Hoffmann. En bas, la pathogénie, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est pomme à gauche et poire à droite. Pourquoi c'est pas l'inverse? Classe, c'est bon? On parle aussi d'indigestion vagale. Pourquoi? Parce qu'on a incriminé dans un premier temps quoi? Le nerf vague. Donc, on a parlé aussi d'indigestion vagale. D'indigestion vagale. C'est la classification. Donc, l'explication, les moudina. Voilà. Donc, deux syndromes différents. Un arrêt au ralentissement du transit dans l'orifice réticulo-omasal. On parle de sténose fonctionnelle antérieure. Ou un arrêt au ralentissement du transit dans l'orifice pylorique. On parle de sténose fonctionnelle postérieure. Classe, c'est ce qu'on a expliqué par la suite le schéma ternaire. Donc, quand c'est l'oro qui est touché, on parle d'un ralentissement ou un dysfonctionnement du transit antérieur. Si c'est le pylore, c'est un ralentissement ou un dysfonctionnement du transit postérieur. Ou bien, syndrome d'Oufloun antérieur, syndrome d'Oufloun postérieur. Syndrome d'Oufloun antérieur, il est dû à quoi? Il est dû à un problème de dysfonctionnement de l'orifice réticulo-omasal. Le syndrome de Hoffmann de postérieur, il est dû à un dysfonctionnement du pylore. Très bien. On parle aussi d'indigestion vagale ou vagus. Donc, si vous trouvez le terme d'indigestion vagale ou vagus, il faut blesser le syndrome de Hoffmann. Hoffmann, bien sûr, le syndrome et le nom a été donné en son nombre. Voilà, donc dans un premier temps, on va essayer d'étudier en plus de détails le syndrome de Hoffmann antérieur. Quelles sont les étiologies qui peuvent entraîner un problème de dysfonctionnement de l'oro et quels sont les signes et comment y remédier. Donc, première des choses, on va essayer de voir l'arrêt ou le ralentissement du transit dans l'orifice réticulo-omasal, ça veut dire avant la canette. Avant la canette. D'accord? C'est l'orifice l'hivernal, c'est l'oro. Orifice réticulo-omasal. Ok? Donc, sur le plan clinique, c'est une maladie subaiguë achronique. Pourquoi c'est important de classer une pathologie dans le subaigu, aigu, suraigu, chronique, à l'âge? Savoir le traitement.